Si quelqu'un devait concevoir, à partir de zéro, une créature pour représenter la vie intelligente sur une autre planète, il serait difficile de faire mieux que la pieuvre. Son corps mou sans squelette, ses 8 bras couverts de ventouses, ses 3 cœurs et son sang bleu semblent relever davantage de la science-fiction que d'un animal apparenté aux escargots et aux palourdes. Et pourtant, les pieuvres sont des mollusques. Elles ont suivi une branche évolutive si extrême qu'il est presque difficile d'en reconnaître l'origine. Le sang bleu est l'une des premières bizarreries. Au lieu de l'hémoglobine à base de fer, comme chez les mammifères, les pieuvres utilisent l'hémocyanine, une protéine à base de cuivre, pour transporter l'oxygène. Ce pigment fonctionne mieux à basse température et dans des eaux pauvres en oxygène, des conditions qui caractérisent de nombreux habitats marins profonds ou froids. L'hémocyanine donne au sang une teinte bleu foncé, presque noire, qui renforce la sensation de biologie alternative. Viennent ensuite les 3 cœurs. L'un est le cœur systémique, chargé de pomper le sang vers le reste du corps. Les 2 autres sont des cœurs branchiaux, qui propulsent le sang à travers les branchies pour l'oxygéner. Lorsque la pieuvre nage activement, le cœur systémique s'arrête momentanément, ce qui rend ce type de déplacement très coûteux. C'est pourquoi, la plupart du temps, elle préfère glisser sur le fond ou se déplacer par courtes impulsions de propulsion, plutôt que de nager sur de longues distances. L'étrangeté se poursuit dans le système nerveux. Une pieuvre commune possède de l'ordre de 500 millions de neurones. Un chiffre comparable à celui de certains petits mammifères et bien supérieur à celui de presque tous les autres invertébrés. Mais ce qui est vraiment frappant, ce n'est pas le nombre, mais la répartition. Seule une fraction est concentrée dans l'encéphale central. Environ 70% des neurones se trouvent dans les bras, organisés en réseaux de ganglions qui permettent à chaque membre de traiter l'information sensorielle et de contrôler ses propres mouvements avec un haut degré d'autonomie. C'est pourquoi on dit que la pieuvre possède 9 cerveaux, un central et 8 périphériques dans les bras. Chaque bras peut explorer, palper, goûter et manipuler des objets presque comme s'il s'agissait d'une entité semi-indépendante. Les ventouses ne se contentent pas d'adhérer avec une grande force, elles disposent également de récepteurs chimiques qui détectent les substances dissoutes dans l'eau, de sorte que la pieuvre goûte littéralement tout ce qu'elle touche. Cette distribution de l'intelligence à travers le corps ne ressemble à rien de ce que nous connaissons chez les vertébrés. L'organisation corporelle est elle aussi inhabituelle. Ne possédant ni squelette interne ni coquille externe, la pieuvre est, en pratique, une structure musculaire flexible, capable d'adopter presque n'importe quelle forme. Elle peut s'allonger comme une corde, s'aplatir contre le fond, se gonfler pour paraître plus grande ou se comprimer pour traverser une fissure minimale. Dans des conditions adéquates, une pieuvre adulte peut passer par une ouverture à peine plus grande que son œil. Cette plasticité corporelle lui donne accès à des refuges inaccessibles aux prédateurs plus rigides. Malgré cette apparente fragilité, les pieuvres manipulent leur environnement avec une grande précision. Leurs bras peuvent coordonner des mouvements complexes sans avoir besoin d'instructions détaillées provenant du cerveau central. Des expériences en laboratoire montrent qu'elles peuvent apprendre à ouvrir des bocaux, résoudre des labyrinthes, mémoriser des solutions et s'adapter lorsque la position d'une récompense est modifiée. Dans les aquariums, on a observé des pieuvres qui reconnaissent des soigneurs particuliers, qui projettent des jets d'eau sur des lumières ou des caméras qui les dérangent, et même qui s'échappent de leur bassin pour explorer d'autres installations à la recherche de nourriture. Tout cela alimente l'idée que nous sommes face à une intelligence alternative, un système nerveux qui est parvenu à la complexité par une voie différente de celle des mammifères. Alors que notre cerveau est clairement centralisé à l'intérieur du crâne, la pieuvre répartit une grande partie du traitement le long de ses bras. Alors que notre anatomie est rigide, avec des os et des articulations bien définies, la pieuvre est une masse fluide capable de se réorganiser à la volée. Tandis que nous dépendons de la vision comme sens dominant,
les pieuvres combinent une bonne vision avec un toucher chimique extrêmement fin dans chaque ventouse. Du point de vue évolutif, cependant, tout a une histoire. Les céphalopodes apparaissent dans le registre fossile il y a plus de 400 millions d'années. Leurs ancêtres étaient des animaux à coquilles externes, semblables aux nautiles actuels. Au cours de millions d'années, différentes lignées ont réduit ou perdu cette coquille, ce qui a libéré le corps pour acquérir de nouvelles formes de mouvement, de flottabilité et de manipulation. Dans la lignée des pieuvres, cette liberté morphologique s'est combinée au développement d'un système nerveux de plus en plus complexe, probablement stimulé par la nécessité de chasser des proies actives et d'échapper aux prédateurs dans des environnements tridimensionnels, tels que les récifs et les fonds rocheux. Maître du déguisement, la peau qui décide en millisecondes. La peau du poulpe est l'un des systèmes de camouflage les plus sophistiqués du règne animal. Elle ne se contente pas de changer de couleur, elle modifie aussi les motifs, la brillance et même la texture, et ce en l'espace de quelques dixièmes de seconde. Pour comprendre pourquoi de nombreux biologistes parlent d'un écran vivant relié au système nerveux, il faut examiner de près la structure de cette surface en apparence lisse. Dans la couche supérieure de la peau se trouvent les chromatophores, de petites poches de pigments entourées de muscles radiaux. Chaque chromatophore contient principalement des pigments jaunes, orangés, rouges ou bruns. Au repos, la poche est contractée et presque invisible. Lorsque les muscles s'activent, elle s'étire et le pigment se déploie, comme si un point d'encre s'agrandissait. Des milliers de chromatophores qui se dilatent ou se contractent simultanément génèrent des taches, des bandes ou des plages qui recouvrent tout le corps. Sous les chromatophores se trouvent d'autres cellules spécialisées, les iridophores et les leucophores. Les iridophores réfléchissent la lumière de manière structurale, produisant des reflets métalliques, verdâtres ou bleutés selon l'angle d'incidence. Les leucophores, en revanche, servent de base blanche qui diffuse la lumière et sur laquelle le reste du motif est imprimé. La combinaison de pigments et de structures réfléchissantes permet au poulpe de reproduire avec une précision remarquable les tons de son environnement. Sable clair, rochers sombres, algues vertes, coraux rougeâtres. Ce qui frappe particulièrement, c'est la rapidité de ces changements. Des études chronométrées montrent que certains poulpes mettent environ 0,2 secondes pour passer d'un motif à un autre, moins de temps qu'un clignement d'œil humain. Cet intervalle comprend la perception du stimulus visuel, la décision de la réponse et l'activation coordonnée de milliers de cellules cutanées. Il ne s'agit pas d'un simple réflexe local, mais d'un ajustement global de l'ensemble du corps. Le répertoire visuel du poulpe est organisé en modèles de camouflage. De nombreux individus peuvent alterner entre quelques motifs de base. Un mouchetage fin pour les fonds sableux, de larges taches pour les rochers, des bandes contrastées pour les environnements à ombre marquée. Chaque motif combine la distribution des couleurs et la texture. Lorsque l'animal se pose sur un substrat rugueux, il ne se contente pas d'ajuster la teinte. Il hérisse aussi des papilles cutanées, de petites structures musculaires qui dépassent de la peau et lui donnent un aspect granuleux, comme du corail ou de la pierre poreuse. Sur des surfaces lisses, en revanche, ces papilles se rétractent et la peau devient lisse et plate. Il est encore plus remarquable que les poulpes soient, à notre connaissance, dichromates, avec un seul type de photorécepteur très similaire sur toute la rétine, sans la diversité de cônes colorés présente chez de nombreux vertébrés. Cela a conduit à des théories selon lesquelles ils ne voient pas les couleurs comme nous, mais utilisent d'autres mécanismes, comme la sensibilité à la longueur d'onde via les aberrations chromatiques de la pupille, pour déduire le spectre de leur environnement. Quel que soit le mécanisme exact, il est certain qu'ils parviennent à une correspondance chromatique remarquable avec le fond, malgré cette limitation visuelle apparente. Au-delà du camouflage passif, les poulpes utilisent leur capacité de changement d'apparence pour communiquer et tromper.
En présence de prédateurs, certains adoptent des motifs d'avertissement à fort contraste afin de paraître moins comestibles ou plus dangereux. D'autres recourent à l'imitation. Des espèces comme le poulpe mimétique peuvent adopter des postures et des couleurs rappelant les poissons-lions, les serpents marins ou des poissons plats venimeux, selon le type de menace. Ils ne changent pas seulement de couleur, ils réorganisent leur silhouette, la disposition de leurs bras et la forme du manteau. Dans les interactions sociales, bien que les poulpes ne soient pas des animaux hautement grégaires, ils déploient également des signaux corporels. Des changements brusques vers des tons sombres peuvent indiquer l'agression ou la défense. Des motifs pulsatoires de couleurs parcourant le corps semblent être corrélés à des états d'excitation ou de stress. Dans des contextes d'accouplement, certains mâles présentent des motifs spécifiques lorsqu'ils s'approchent de la femelle, alternant entre un camouflage total et des taches de couleurs visibles uniquement sous certains angles. Tout cela implique une intégration très étroite entre la vision, le traitement nerveux et le contrôle musculaire de la peau. Les informations de l'environnement parviennent aux yeux. Le système nerveux central les interprète. Les ordres sont distribués à des réseaux de neurones qui contrôlent les chromatophores, les iridophores, les leucophores et les papilles. Mais cela ne s'arrête pas là. Il existe des indices selon lesquels certaines réponses peuvent être modulées localement, de sorte que des parties du corps ajustent leurs motifs sans qu'un ordre explicite pour chaque cellule ne provienne du cerveau principal. La peau du poulpe, en pratique, se comporte comme une extension dynamique de son système nerveux. Ce n'est pas seulement un revêtement, c'est à la fois un organe sensoriel et moteur, capable de réagir à un niveau de détail qui dépasse ce que l'on pourrait coordonner uniquement depuis un centre de contrôle unique. Un observateur voit l'animal disparaître sur un fond rocheux et a tendance à penser à un tour visuel. En réalité, ce qui se produit est une redistribution massive de l'activité musculaire et nerveuse, modulée en temps réel par la perception de l'environnement. Pour un cerveau humain habitué à séparer la peau, le œil et le cerveau, comme des structures clairement différenciées, ce système intégré est déconcertant. Il contribue à l'impression que le poulpe fonctionne selon des règles différentes, presque comme s'il s'agissait d'une bio-ingénierie étrangère au modèle des vertébrés. Mais ce qui semble être un design étrange est, une fois de plus, le résultat de millions d'années de sélection naturelle dans des environnements complexes et tridimensionnels, où le camouflage fait la différence entre vivre et être dévoré. 9 cerveaux. Quand les bras pensent aussi, pour comprendre pourquoi on parle de intelligence distribuée, chez les poulpes, il faut commencer par un fait brut. Leur système nerveux compte environ 500 millions de neurones, mais seule une partie est concentrée dans le cerveau central. Le reste est réparti dans tout le corps, avec une densité particulièrement élevée dans les bras. Chacun des 8 bras contient des réseaux de ganglions qui traitent l'information sensorielle, coordonnent des mouvements complexes et peuvent exécuter des actions sans la supervision détaillée du cerveau principal. C'est ainsi que s'est popularisée l'idée selon laquelle le poulpe aurait 9 cerveaux, un central situé autour de l'œsophage et un fonctionnel dans chaque bras. Il ne s'agit pas de cerveaux indépendants au sens humain, mais de centres de contrôle locaux capables de prendre des décisions limitées. Le cerveau fixe des objectifs généraux comme explorer, capturer et rapprocher, et les bras se chargent des détails. Quelle trajectoire suivre, quelle force appliquer, quelles ventouses utiliser et comment se coordonner avec les autres. Des expériences de neurophysiologie montrent qu'un bras isolé peut continuer à répondre de manière organisée à des stimuli tactiles. Il se contracte, saisit et explore. Il ne s'agit pas de mouvements aléatoires, mais de schémas moteurs préconfigurés dans le tissu neuronal du bras lui-même. Chez l'animal entier, ces modules sont intégrés sous la supervision du cerveau central tout en conservant une certaine autonomie. L'exploration de l'environnement illustre bien cette logique.
Lorsqu'un poulpe s'approche d'une surface inconnue, il n'étend pas un seul bras en suivant un ordre précis du cerveau pour chaque millimètre parcouru. Il déploie généralement plusieurs membres qui palpent, testent et manipulent simultanément. Les ventouses recueillent des informations mécaniques et chimiques, texture, forme, présence de substances comestibles ou toxiques. Une partie de ce traitement se fait dans le bras lui-même, qui décide de continuer à avancer, de contourner un obstacle ou de se rétracter. Le cerveau central reçoit un résumé de ce qui se passe et non le détail de chaque contact. Cette organisation ressemble davantage à un réseau distribué qu'à une hiérarchie rigide. Au lieu d'un chef d'orchestre contrôlant chaque muscle, il existe des nœuds locaux dotés d'une certaine capacité de décision reliés à un nœud central qui fixe les objectifs et résout les conflits. Si deux bras veulent saisir le même objet, le cerveau coordonne. Mais si un bras détecte quelque chose de dangereux, il peut se retirer avant de consulter qui que ce soit. Cette rapidité locale constitue un avantage évident dans un environnement rempli de prédateurs. L'apprentissage est également influencé par cette architecture. Les poulpes sont capables d'acquérir de nouveaux comportements par essai et erreur. Ouvrir des bocaux, faire glisser des couvercles, actionner des loquets. Au niveau neuronal, cela implique que des schémas moteurs distribués sont ajustés en fonction de la récompense obtenue. Le cerveau central peut renforcer certaines séquences de mouvements et en supprimer d'autres, tandis que les circuits des bras ajustent les détails fins de la manipulation. C'est un type d'apprentissage qui ne se limite pas à un seul lieu, mais qui se répartit entre le centre et la périphérie du corps. Une autre conséquence est la capacité de multitâche. Un poulpe peut utiliser certains bras pour ancrer son corps dans une fissure, d'autres pour explorer un objet, et un autre encore pour porter de la nourriture vers la bouche, le tout de manière coordonnée. Vu de l'extérieur, cela ressemble à un chaos de tentacules. En réalité, chaque bras suit des programmes spécifiques et échange suffisamment d'informations pour éviter les enchevêtrements et les collisions. Une centralisation totale rendrait ce contrôle trop lent. La décentralisation permet des réponses parallèles et rapides. Même la régénération des bras s'inscrit dans ce modèle. Lorsqu'un poulpe perd un membre, il est capable, avec le temps, de le régénérer avec toute sa complexité fonctionnelle, y compris le réseau neuronal du nouveau bras. Il ne se contente pas de reconstruire muscles et peau. Il reconstitue un module cognitif complet, prêt à s'intégrer au réseau général. Le fait qu'un animal puisse reconstruire une partie de sa propre infrastructure neuronale périphérique et la réinsérer dans le système fonctionnel ressemble encore une fois davantage à une conception d'ingénierie qu'à une simple cicatrisation. Cette perspective distribuée remet en question nos intuitions sur ce que signifie penser. Chez l'humain, la pensée est presque toujours associée à l'intérieur du crâne. Chez la pieuvre, une partie importante de ce que nous appellerions calcul se produit dans le corps lui-même. Ces bras ne sont pas de simples outils contrôlés par un opérateur central. Ils participent activement à la prise de décisions motrices et sensorielles. Il est raisonnable de dire que la pieuvre pense avec ses bras, dans le sens où ils évaluent, sélectionnent et exécutent des actions de manière semi-indépendante. Du point de vue des sciences cognitives, cela en fait un modèle parfait pour étudier l'idée d'esprit incarné, la notion selon laquelle la cognition n'est pas localisée dans un seul organe, mais émerge de l'interaction continue entre cerveau, corps et environnement. Chez la pieuvre, cette interaction est si extrême que notre distinction habituelle entre système nerveux central et périphérie perd de sa netteté. Tout cela s'est développé sans rien ressemblant à une colonne vertébrale, à un squelette ou à une main articulée. L'évolution a exploré une voie complètement différente pour résoudre des problèmes similaires. Comment percevoir l'environnement, comment le manipuler, comment anticiper les conséquences. Alors que les vertébrés ont misé sur la centralisation et les structures rigides, ce mollusque a opté pour un réseau flexible, étendu corporellement. Outils, prévoyance et l'histoire de la pieuvre Coco. Pendant longtemps,
On a pensé que l'utilisation sophistiquée d'outils était presque exclusivement l'apanage des primates, de certains mammifères marins et de quelques oiseaux. Qu'un invertébré puisse faire quelque chose de similaire semblait improbable. Cette idée a été ébranlée en 2009, lorsqu'une équipe de chercheurs a documenté en Indonésie une petite pieuvre qui recueillait, transportait et assemblait des moitiés de noix de coco pour les utiliser comme abri portable. Le protagoniste était Amphioctopus marginatus, aujourd'hui populairement appelé pieuvre coco. Le comportement observé comportait plusieurs étapes bien définies. Tout d'abord, l'animal localisait au fond de la mer les moitiés de noix de coco vides, restes de fruits jetés à la mer par des humains et entraînés jusqu'au fond sableux. Ensuite, il se positionnait sur l'une des pièces, la nettoyait des sédiments avec des jets d'eau et la tournait jusqu'à la placer dans la bonne orientation. Parfois, il cherchait une deuxième moitié compatible et l'approchait. Enfin, il ramassait une ou deux coquilles sous son corps et commençait à se déplacer sur le fond comme s'il marchait sur des échasses, les bras tendus vers le bas, les coquilles maintenues par les ventouses, le corps suspendu au-dessus. Lorsqu'il se déplace ainsi, la pieuvre est plus exposée que si elle s'accrochait au substrat ou se faufilait dans une fissure. Les chercheurs ont interprété cela comme un investissement. L'animal accepte un risque immédiat en échange d'un bénéfice futur, disposer d'un abri portable lorsqu'il en aura besoin. La clé pour considérer cela comme un usage d'outils ne réside pas seulement dans le fait de se cacher dans quelque chose, mais dans le fait de collecter, transporter et stocker ces matériaux pour un usage ultérieur, en dehors du contexte dans lequel ils ont été trouvés. Cette nuance est importante. De nombreux animaux utilisent des objets de leur environnement immédiatement. Un poisson qui entre dans une fissure, un crabe ermite qui occupe une coquille disponible. La pieuvre coco va plus loin. Elle déplace des moitiés de noix de coco sur des dizaines de mètres sur le fond avant de les utiliser et les assemble de manière à former une sphère presque fermée autour de son corps. Des observations ultérieures ont montré qu'elle peut également exploiter des coquilles de mollusques et d'autres déchets humains, les incorporant au même répertoire d'abris mobiles. Sur le plan cognitif, ce comportement implique plusieurs capacités enchaînées. Premièrement, la reconnaissance de la forme et des propriétés des objets. La pieuvre identifie que ces moitiés de noix de coco sont creuses, résistantes et emboîtables. Deuxièmement, la planification motrice. Elle coordonne 8 bras et des centaines de ventouses pour placer, tenir et transporter des pièces dépassant sa taille. Troisièmement, la prévoyance temporelle. Elle tolère un coût immédiat pour obtenir un bénéfice différé, ce qui, chez d'autres espèces, est généralement associé à un certain degré de représentation du futur. L'histoire de la pieuvre coco n'est pas un cas isolé de rareté exotique au sein d'un groupe simple. D'autres pieuvres ont été observées en train d'accumuler des pierres et des coquilles pour renforcer l'entrée de leur terrier, les disposant comme des murs défensifs. En captivité, des individus de différentes espèces apprennent à ouvrir des bocaux, déplacer des couvercles coulissants, actionner des leviers ou diriger des jets d'eau vers des interrupteurs lumineux ou des équipements qui les dérangent. Dans tous ces scénarios, ils combinent l'exploration tactile et chimique des ventouses avec la capacité de se souvenir quelles actions produisent quels effets. D'un point de vue évolutif, ces comportements ont des racines profondes. Les céphalopodes sont des prédateurs actifs qui chassent crevettes, crabes et poissons dans des environnements tridimensionnels complexes tels que les fonds rocheux et les récifs. Ils ne peuvent pas compter sur une carapace rigide comme beaucoup d'autres mollusques. Leur défense consiste à se déplacer rapidement, se cacher et manipuler l'environnement. Cette pression sélective favorise des systèmes nerveux capables d'intégrer les informations visuelles, tactiles et chimiques, et des corps extrêmement flexibles capables de tirer parti des abris improvisés et des interstices minimaux. L'évolution d'un corps mou intelligent favorise également des solutions de contrôle moteur peu conventionnelles.
Coordonner 8 bras avec une infinité de degrés de liberté est très différent de bouger 4 membres articulés. Les modèles suggèrent que chez ces animaux, de nombreuses tâches de contrôle se résolvent localement dans les bras, tandis que le cerveau central s'occupe des objectifs généraux et intègre l'information sur le contexte. Dans ce cadre, l'usage d'outils n'apparaît pas comme un saut magique, mais comme une extension naturelle de capacités préexistantes. Exploration tactile fine, mémoire des objets, apprentissage par essai et erreur, planification de mouvements complexes. La différence avec d'autres invertébrés est une question de degré, non de présence ou d'absence d'intelligence. Ce qui surprend, c'est à quel point ce degré se rapproche de comportements que l'on considérait auparavant comme typiquement mammifères, voire humains. L'accumulation de preuves a conduit à reconsidérer la frontière entre les vertébrés, cognitivement avancés, et le reste du règne animal. La pieuvre occupe une position inconfortable dans cette classification. Sa lignée s'est séparée de la nôtre il y a des centaines de millions d'années, et pourtant, elle a atteint des solutions fonctionnelles comparables à celles d'animaux ayant des cerveaux beaucoup plus grands et des corps totalement différents. C'est un exemple clair d'évolution convergente en termes de fonction, mais divergente en termes de structure. Cette convergence fonctionnelle alimente l'imaginaire de l'intelligence extraterrestre. Non pas parce qu'il existe des preuves réelles que les pieuvres viennent d'une autre planète, mais parce que leur biologie montre comment, à partir de matériaux très différents et d'une architecture corporelle radicalement différente, la sélection naturelle peut produire des systèmes aux capacités étonnantes d'apprentissage, de manipulation et d'anticipation. Pour imaginer un esprit extraterrestre, de nombreux scientifiques préfèrent d'abord étudier des esprits terrestres qui s'écartent déjà du connu, et celui de la pieuvre est le meilleur candidat disponible. Alliances impossibles, pieuvres et poissons chassant ensemble. Bien que la plupart des pieuvres soient des chasseurs solitaires, ces dernières années, des scènes semblant sorties d'un film de science-fiction ont été documentées. Des groupes mixtes de poissons et de pieuvres organisant des chasses conjointes sur les récifs et les fonds rocheux. Dans la mer Rouge et d'autres zones tropicales, des plongeurs et des biologistes ont filmé des pieuvres patrouillant le jour aux côtés de divers poissons prédateurs, comme les mérous, les corbines ou les poissons-chèvres, formant de véritables équipes de chasse interespèces. Le fonctionnement de base de ces alliances repose sur la complémentarité. Les poissons ont l'avantage pour les poursuites rapides en eau ouverte et l'exploration des colonnes d'eau. La pieuvre, en revanche, domine les recoins du récif, les trous du substrat et les fissures où les proies se cachent. Lors des chasses enregistrées, les poissons agissent souvent comme éclaireurs. Ils scrutent l'environnement, détectent les mouvements suspects et marquent visuellement un point du fond, changeant de direction ou adoptant des postures caractéristiques. La pieuvre répond à ces signaux en se rapprochant de l'endroit indiqué et en utilisant ses bras pour explorer les cavités et chasser les proies cachées. Lorsque la proie tente de s'échapper vers l'eau libre, les poissons sont bien positionnés pour l'intercepter. Si, en revanche, elle reste cachée, la pieuvre peut introduire ses bras dans la fissure, palper l'intérieur avec ses ventouses et la capturer directement. Ainsi, les deux types de prédateurs augmentent leurs chances de succès par rapport à ce qu'ils réaliseraient seuls. La coopération n'est ni constante ni obligatoire. Elle se forme et se dissout en fonction de la densité des proies, de la structure de l'habitat et de la disponibilité de partenaires appropriés, ce qui suggère un comportement flexible plutôt qu'un programme rigide. Un aspect frappant est l'attribution des rôles au sein de ces associations. Dans certaines études, il a été observé que certaines espèces de poissons tendent à occuper des positions relativement stables. Certains avancent pour explorer, d'autres restent près de la pieuvre en attendant l'occasion de capturer les proies en fuite, et d'autres encore patrouillent la périphérie du groupe. La pieuvre, quant à elle, semble agir comme un catalyseur de l'action lorsqu'elle décide de descendre au fond
et de déployer ses bras sur une zone spécifique. Cette structure fonctionnelle rappelle les chasses coopératives des vertébrés sociaux, mais ici, elle se produit entre des espèces qui, en principe, n'ont pas de liens sociaux durables. La coopération n'élimine pas le conflit. En fait, l'une des découvertes qui a le plus retenu l'attention du public est l'observation de pieuvres frappant leurs partenaires poissons lors de ces chasses. Dans les vidéos analysées par des éthologues, des épisodes sont décrits où une pieuvre lance un bras de manière explosive contre un poisson particulier, le déplaçant hors du groupe ou l'éloignant de la zone où il pourrait capturer une proie. Ces coups ne sont pas aléatoires. Ils visent généralement les poissons qui ont tenté de voler une prise ou qui se sont placés à des positions avantageuses sans contribuer à la recherche. Les chercheurs interprètent ces coups comme une forme de contrôle des partenaires, un mécanisme par lequel la pieuvre punit les compagnons opportunistes, redistribue l'accès aux bénéfices de la chasse et, dans certains cas, rompt la collaboration avec des individus peu fiables. Quelque chose de similaire a été décrit chez les vertébrés sociaux qui punissent les membres du groupe qui ne coopèrent pas. Ici, cependant, il s'agit d'interactions entre différentes espèces, coordonnées en temps réel, sans structure sociale complexe ni hiérarchie stable. Ce type de chasse coopérative soulève plusieurs questions cognitives. Pour bénéficier réellement de l'alliance, la pieuvre doit reconnaître ses partenaires potentiels, distinguer les poissons qui contribuent de ceux qui cherchent seulement à profiter et ajuster son comportement en conséquence. Elle doit intégrer des signaux visuels rapides, tels que les changements de direction, les mouvements de tête et les motifs de déplacement avec son propre schéma de recherche. De plus, elle a besoin d'un certain degré de mémoire à court terme pour associer les actions d'un individu à des résultats concrets, au moins pendant la durée de la chasse. Au niveau du système nerveux, l'architecture distribuée de la pieuvre pourrait faciliter cette coordination. Tandis que le cerveau central évalue la disposition du groupe et décide quand descendre au fond, étendre les bras ou changer de zone, les ganglions des bras gèrent les détails fins. Quelle fissure explorer, comment contourner un rocher, comment ajuster le motif de la peau pour rester relativement camouflé tout en traquant. Ce multitâche intégré permet de répondre simultanément aux signaux des poissons, des proies et de l'environnement physique, ce qui serait difficile avec un contrôle entièrement centralisé. Ce qui est remarquable, c'est que toute cette complexité se manifeste dans une lignée qui ne présente pas les caractéristiques classiques associées à la sociabilité persistante. Il n'y a ni troupeau, ni banc stable, ni groupe familiaux durable. La majeure partie du cycle de vie de la pieuvre se déroule seule, avec des rencontres brèves pour la reproduction. Pourtant, dans certains contextes écologiques, elle est capable d'entrer en mode coopératif, de négocier implicitement avec d'autres espèces et de gérer des conflits ponctuels au sein de ces alliances temporaires. C'est cet ensemble de traits qui a conduit de nombreux vulgarisateurs à décrire la pieuvre comme ce qui se rapproche le plus d'un extraterrestre sur Terre. Certaines hypothèses marginales sont allées plus loin, suggérant que certaines particularités de ses gènes ou de son système nerveux pourraient soutenir une panspermie dirigée, c'est-à-dire une origine extraterrestre d'une partie de sa biologie. Cependant, les preuves disponibles ne soutiennent pas cette idée. Le génome de la pieuvre, bien que complexe et rempli d'expansions surprenantes de familles de gènes, correspond à ce que l'on peut attendre dans l'évolution des mollusques et montre une continuité avec d'autres céphalopodes. Le consensus scientifique est clair. Les pieuvres sont le produit de l'évolution terrestre, pas d'un semis cosmique. Ce qui les rend fascinantes, ce n'est pas qu'elles viennent d'une autre planète, mais que, partant d'un ancêtre commun très ancien avec d'autres mollusques, leur lignée a exploré une combinaison extrême de plasticité corporelle, de sophistication sensorielle et d'organisation nerveuse distribuée. En les observant disparaître en 0,2 secondes sur un fond rocheux, marcher comme sur des échasses en portant des noix de coco ou coordonner coups et embuscades avec des poissons, ce que nous voyons n'est pas un visiteur de l'espace, mais une démonstration de jusqu'où peut aller la diversité de la vie sur une seule planète
lorsqu'on la laisse expérimenter pendant des centaines de millions d'années.